c'est quand même le président Biya qui a mis en œuvre cette politique ultra-libérale du FMI et de la Banque mondiale. C'est quand même Titus Sezoa qui a mis l'université à 50 000. Partie de l'université gratuite, passer directement à 50 000 pour des bourses faibles. C'est quand même ce régime qui a supprimé les bourses d'études. On donne des bourses à beaucoup de gens, hein, mais il faut qu'ils soient dans le réseau, dans le sérail. Il n'y a pas de concours de bourse, il n'y a rien, mais on attribue. Vous voyez un monsieur qui vous dit, oui, moi j'ai fait de mes études en Grande-Bretagne. Ah bon, comment? Eh ben oui, j'ai eu la bourse du Cameroun. Oui, oui. Bon, on est arrivé au Cameroun en 80 avec tous les voyants économiques au vert. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites on a eu un putsch. Le putsch a duré combien de jours? 2 jours. Et après le putsch a été éteint. Le président a repris ses fonctions. Vous dites qu'après le putsch, il y a eu quoi? Les villes mortes. Les villes mortes ont cassé les routes. Mais c'est tout le temps le président de la République. Je vais aller au FMI comme si les Camerounais étaient des fainéants. Est-ce que c'est normal de dire aux Camerounais que, puisque vous ne travaillez pas, moi je suis obligé d'aller au FMI? Qu'est-ce qui fait qu'on ait accumulé une dette qui nous pousse dans les mains des bailleurs de fonds qui sont ultra-libéraux? Je dis bien ultra-libéraux. C'est monsieur, un des économistes du FMI, qui a dit que ce n'est pas possible ce qu'on a fait aux Africains. On nous a tordu le cou. Mais en face, il y avait quoi? Il y avait un État affaibli parce que les gens ont mangé de l'argent. Le peu qu'ils pouvaient faire, on est obligé, on va acheter une brouette, on va faire la danse du ventre au FMI pour qu'on nous donne quelque chose. C'est quoi ce rythme? Quand on arrive en 80, on est en pleine expansion. Les classes moyennes, c'est-à-dire tous les jeunes sortis des universités, ont trouvé du travail. Tous. Donc on pouvait arriver dans une maison, voir 2 voitures, etc. Le niveau de vie était élevé. Et subitement, on est tombé. Les femmes sont allées se débrouiller en France, partout, parce que les 2 parents, cadres d'entreprise, sont tombés dans le chômage. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il a eu ceci, il y a eu cela en 94, il y a eu, mais qu'est-ce que l'État a fait? Mais le problème, c'est ce que dit l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition dit? L'opposition dit qu'il y a une majorité obèse, si bien que rien ne fonctionne. Je prends le cas même de la santé. Beaucoup de nos établissements de santé ont été offerts au Cameroun. Mais quand l'administration de la santé publique s'installe, tout le monde. Et il y a un ministre qui s'appelait Mama Fouda, qui disait, oh, vous savez, la santé a un prix. Hein. Je lui ai demandé, quand votre mère a accouché de vous, à l'hôpital central, au pavillon Baudelot, où travaillait la première épouse du président Biya, tu entres, tout. Si c'est devenu compliqué, on te donne tout gratuitement et tu sors avec ton bébé. Mais on te dit non. Maintenant, pour accoucher, si tu veux une césarienne, c'est 300 000 plus 50 000 francs de frais de pharmacie. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Vous me dites qu'il y a maintenant des appareils qui font je ne sais pas quoi. On connaît le scandale des tracteurs qui sont dans la brousse. On a conçu des tracteurs pour mécaniser l'agriculture. C'est où? C'est où? Nous avons le plus vieux président de la République au monde. Nous avons le plus vieux président de l'Assemblée au monde. Nous avons le plus vieux député au monde. Le plus vieux commissaire de police en service au monde. Le plus vieux général en service au monde. Non. Le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non. Quand même, on est venu les accompagner. Je dis que la candidature du président Biya aujourd'hui est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, je dis que le Cameroun lui a tout donné.
Il fait preuve d'un courage de vendre le cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun détient tous les records. On a coutume d'appeler le bétail électoral. On a utilisé des enfants pour pouvoir faire croire dans un but précis. Et c'est ça qui est critiquable. Que vous demandiez à des enfants de venir exprimer avec leurs mots à eux, avec leurs impressions, ce qu'ils peuvent ressentir est dans leur intérêt. Donc, on ne peut pas mettre sur un même plateau, chers confrères, la présentation des enfants comme étant des gens qui viennent exprimer leurs désirs pour qu'on puisse les entendre, et la présentation des enfants qui sont utilisés dans le contexte que on voit là aujourd'hui. Je dis c'est déplorable. Voilà. Alors, également... Dégradés, maltraités, lézardés, certains édifices qui abritent les sous-préfectures sont devenus un véritable calvaire pour leurs locataires. Partout au Cameroun, plusieurs sous-préfectures ont urgemment besoin de modernisation. Zéro toilette, zéro ampoule, parfois grillées sans l'aide des néos, parce que très mal entretenues. Le Cameroun, l'Afrique en miniature, a plus d'atouts, notamment sa forêt et sa ressource humaine qualifiée et diversifiée. Au-delà des quelques difficultés observées dans tous les secteurs, la territoriale a plus que besoin d'une modernisation à tout prix. Ou sortir des maisons des colons qui abritent certaines sous-préfectures pour se mettre à l'ère du nouvel ordre mondial. Avec des toitures de rupture capables de s'arracher, même avec le vent des ailes d'oiseaux. Quand on arrive à l'intérieur de certaines sous-préfectures, on comprend pourquoi les sous-préfets sont plus présents dans les brousses en train de faire la topographie. Ils sont aujourd'hui plus géomètres qu'administrateurs. Chefs de terre, propriétaires de toutes les terres. Certaines installations électriques font croire à un piège. Les chefs de terre qui y travaillent au quotidien en se disant « on va faire comment ?» L'homme n'est que poussière, mais moi-même chef de terre, je retournerai sous terre pour me taire à jamais. Des jeunes sous-préfets affectés dans des vieilles sous-préfectures qu'on pourrait facilement confondre à l'usine des sciures. Des secrétariats sans ordinateur. Le secrétaire du chef enregistre les documents dans son téléphone et tant pis si la batterie est déchargée. Même l'ancienne machine à écrire a déposé sa démission auprès du ministre de l'administration territoriale qui visiblement est plus préoccupé à distribuer les cache-nids. On vous dira que la canne ne se joue pas dans les sous-préfectures. Dans plusieurs localités, les édifices abritant la territoriale ont des toilettes mobiles. C'est-à-dire courir à pied vers la bouche la plus proche et tant pis si l'espace est déjà occupé par un paysan qui s'est soulagé certainement avant.
pas. Ça ne sert à rien. Oh, Ça ne peut pas. ça peut pas. Il faut au moins 5 camions derrière là pour tirer ça. Sinon, c'est pas possible. On ne peut même pas. D'un sous-préfet, on n'a jamais vu ça. Ou utiliser l'arme pour déstabiliser pendant les manifestations publiques. Je ne l'ai jamais vu. Pendant 37 ans de métier de journaliste et de reporter, je n'ai jamais vu ça. Mais constamment, aujourd'hui, avec les dernières circulaires que vous connaissez dans le RDPC est en campagne électorale, non déclarée, illégale. Ils sont déjà en campagne. Parce qu'ils ont nommé, on a vu, des responsables régionaux, des délégations permanentes des responsables ont été nommés, ils sont sur le terrain, ils sont dans les régions, ils descendent sur le terrain, ils font des activités, ils font des meetings, ça ne finit pas. On ne sait même pas s'ils ont déposé des dossiers pour obtenir le récépissé, mais même s'ils l'ont fait, ils peuvent faire leurs activités, mais l'opposition, quand l'opposition demande les partis de l'opposition, ils n'obtiennent pas le récépissé. Et même parfois, lorsque, j'étends même ça à la société civile, c'est-à-dire même quand des militants de partis politiques ou des acteurs de la société civile veulent organiser une activité, qu'elle soit politique ou littéraire, y compris les dédicaces, les autorités administratives refusent. Même la dédicace des ouvrages. Incroyable, dans un État qui dit qu'il respecte les droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. On ne peut même pas organiser une dédicace d'ouvrage. Ça s'est vu récemment avec l'ouvrage de Pierre-Emmanuel Bignam du MRC. Ça s'était vu avant avec l'ouvrage, un des ouvrages du président Maurice Kamto du MRC. Il avait même été chassé par les autorités policières, militaires, gendarmes. On l'avait raccompagné jusqu'à la Dibamba, qui quitte le littoral, qui quitte le Wouri, comme un malpropre. Un homme politique traité comme un malpropre, comme personne non grata dans son propre pays. Et vous appelez Cameroun état de droit. Ce que nous vivons à la veille de cette échéance électorale importante d'octobre 2025, donne des frissons. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. On ne sait pas ce qui va se passer. Si les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfet se comporte de la sorte, cela signifie que nous avançons lentement mais sûrement vers un choc, vers une situation difficile à déterminer à la fin. Si l'opposition et la société civile ne peuvent pas organiser librement pour l'opposition des activités politiques, pour la société civile, des activités de la société civile. Parce que la Constitution, notamment, reconnaît la liberté d'expression, liberté d'opinion, la liberté syndicale. Même les syndicats ne peuvent pas s'exprimer dans ce pays. Et c'est dommage. Maître Moustapha Ngouanan pour sortir. Quand vous ne soutenez pas les leaders de l'opposition, vous vous attendez à quoi? Donc ce sont les enfants des fous qui doivent toujours se mettre au chaud, non? Combien d'universitaires prennent les responsabilités que je prends? Ils sont combien? D'où la question que je vais vous suivre aux journalistes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le peuple timoré, d'une pusillanimité à nulle autre pareille, sorte de sa torpeur? Parce qu'en tout état de cause, c'est le peuple qui est le déterminant de cette élection. La preuve en est qu'il y a des inscriptions massives. Et ces inscriptions massives ne se font pas pour le R, non, c'est pour le chasser. Notre peuple a besoin d'éducation à la citoyenneté. C'est pour ça qu'on interpelle les journalistes. Beaucoup pensent, encore il y a des jeunes, je ne sais pas à quel pourcentage, au nombre de quels ils sont, ou encore beaucoup de personnes au Cameroun pensent que vous êtes un pion du gouvernement et que vous ne faites que jouer à la comédie et puis jouer à un jeu d'acteur et que vous ne faites pas partie de l'opposition, que vous êtes un pion du gouvernement. Que répondez-vous à ces personnes, à ces jeunes, à ces Camerounais? Je leur réponds, c'est pas à eux que je réponds, mais c'est aux journalistes que vous êtes que je réponds. Lorsqu'ils vous ont dit ça, leur avez-vous demandé des preuves pour recouper l'information? Parce qu'avant de venir à l'antenne, j'ai été journaliste.
le travail du journaliste, c'est que lorsqu'il collecte une information, avant de la diffuser, pour ne pas diffuser une connerie, bien sûr, il recoupe l'information. Donc le recoupement de l'information, ça veut dire, lorsqu'il y a on part donc du postulat qu'il a été porté à votre connaissance une accusation. Bien sûr. Et avant donc de venir la délivrer à l'antenne, comme vous êtes en train de faire là maintenant. Il ne fait pas une affirmation, non? C'est pas une affirmation. Il est en train de poser une question. Donc vous démissionnez de votre travail de journalisme. Et c'est moi qui dois faire le boulot à votre place. Pas du tout. Il pose une question, il y a un constat qui a été fait. Peut-être qu'il n'a pas eu peut-être la c'est lui qui a fait le constat que je suis pion? Non, pas du tout. C'est pas moi qui fais le constat. Attention. Il a fait le constat que les gens disent une chose. Mais je lui pose la question. Vous n'êtes pas honorable, vous. Ils n'ont pas de preuves. Ce sont des discours qui se tiennent sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous êtes la personne la mieux indiquée pour peut-être répondre à cette question-là. Mais je croyais que je suis ici dans un média sérieux. Vous l'êtes dans les réseaux sociaux. Il y a et des fous, et des très fous, et des mal fous, et des gens brillants. Lorsque vous dites que vous êtes dans les réseaux sociaux, on doit tenir compte également de ce que vous savez, on a dit dans les réseaux sociaux, par exemple, que j'ai égorgé une jeune fille à soi. Pourquoi vous ne me posez pas la question? C'est ce qu'il dit, ce n'est pas seulement dans les réseaux sociaux. On veut dire que, aussi dans les réseaux sociaux, dit. Donc, ce qu'il veut. On a dit dans les réseaux sociaux que je suis un grand maître de la franc-maçonnerie. Pourquoi vous ne me posez pas la question? On parle des élections présidentielles. On parle des élections présidentielles. On a dit dans les réseaux sociaux que je suis le pion de la France et des États-Unis ensemble. Pourquoi vous ne me posez pas la question? Peut-être parce que ça ne concerne pas directement les élections. Si. C'est justement dans cette perspective qu'on l'a dit. Pourquoi vous ne me posez pas la question? Mais vous devriez. Honorable, qu'est-ce que vous répondez? Mais je vous réponds que j'attends des preuves de ce que vous dites. Je dois répondre des preuves, pas des choses que les gens racontent. Non, mais enfin, prenons-nous au sérieux un seul instant. Si je devais répondre à toutes les choses que les gens racontent, je passerais ma vie dans des studios comme ceci. Alors, pour l'élection, parce que je suis une personne publique. Et n'importe quelle personne qui a bu 2 bières peut avoir une illumination alcoolique ou alcoolisée. Et je ne veux pas me mettre à répondre à ça. Très bien, honorable. Pour qu'on puisse rester vraiment dans la thématique des élections potentielles, pour les élections potentielles qui arrivent, au-delà du programme politique, quelle est la stratégie du PCRD? Du Sahara, pourquoi vous désolidarisez de l'ATP alors que vous tenez pratiquement le même discours que Olivier Billet? Je vais être clair. Oui. C'est parce que nous avons compris que à l'ATP, c'est une affaire de duperie. Pourtant, le discours est le même. Oui, le discours est le même au fond. Oui. Même. Encore qu'il faut que je vous le dise, je suis l'un des concepteurs du projet de l'ATP, avec des acteurs. Nous sommes assis et on a pensé ce projet. Mais le premier projet, vous voulez que je le cite? Allons-y. Olivier Billet. Oui. Quand Olivier Billet vient me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne dévoile pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Mettons en place une tradition, allons lui proposer le projet, et nous allons nous battre pour qu'il soit élu, en nous intégrant. Je lui dis, mais mon Dieu. Mais au moins, logiquement, alors, si le projet est accepté par Paul Biya, c'est le même résultat à la fin. S'il vous plaît. Si vous cherchez le résultat. Alors, il peut être Olivier Billet est conduit. Il rencontre d'autres acteurs avec le même discours. Il se rend compte que la pilule ne passe véritablement pas. Ça, je vous apprends, vous le savez très bien. Il revient donc avec le plan B, qui est celui de la transition, sans Paul Biya. Je dis, dans ce cas, nous pouvons y aller. Mais il se passe que, je découvre que, Olivier Billet, Célestin Djamène, ils ont des accords avec le ministre Momo, qui les attire en leur disant, vous savez bien l'histoire de Miss Momo. L'opposition ne paye pas. Il faut aller à la mangeoire. On n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion. Et vous voulez que je marche avec des gens comme ça? D'où la rupture entre Mouna et l'ATP. D'où la rupture entre le parti Univers et l'ATP. C'est parce que il est pas signataire du manifeste de l'ATP. Lorsque j'ai senti que j'allais être piégé dans cette histoire, j'ai rencontré Mouna. Je lui ai dit, grand frère, puisque nous parlons comme ça entre nous, grand frère, tu as vu ça avant. Par son expérience, Mouna c'est quelqu'un de très mieux. Il a vu ça avant moi. Heureusement que j'ai aussi vu. On a dit que ceux qui sont restés à l'ATP n'ont pas vu ce que vous avez vu et ils disent que vous avez... Non, Dieu Kamtchamini est parti. L'un des penseurs du projet de transition.
Djekam Tchamini est parti. Aguerre-Mouna est parti. Kouvondor avec le parti Univers, nous sommes partis. Beaucoup sont partis. Il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Et de l'autre côté, vous n'avez pas votre part.